Bonsoir. Donc, je veux tout d'abord vous remercier, l'équipe du Musée des Arts Décoratifs, pour ces partenariats, qu'on s'est rencontrés de cette manière. L'idée de faire des partenariats avec des structures en ville, mais aussi hors de la ville, universitaires, une association rurale, l'idée de mêler le monde rural et le monde urbain. Donc c'est grâce à cette idée que vous avez eue qu'on a pu se rencontrer et je suis extrêmement heureuse d'avoir pu participer à cette aventure, du fait du résultat, de vous avoir rencontré. Et ce soir, alors là je suis encore plus heureuse d'avoir la chance, alors je vais pas dire animer, parce que je sais que c'est vous qui allez animer cette merveilleuse soirée, mais au moins de vous introduire. C'est un grand honneur, je suis enthousiaste. Et d'autant plus que j'ai pu lire le livre en avance. Je l'ai reçu il y a 4 jours. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas lu intégralement, mais j'y ai passé plusieurs heures, j'arrivais plus à dormir. Heureusement, les vendanges ont commencé, il fallait se lever aux aurores et travailler la journée pour aider. Sinon, je crois que je passais 4 nuits blanches et vous allez voir, c'est extraordinaire. Vous avez un talent dans la rédaction, on le savait, mais vous jouez avec nous. Alors, personnellement, j'ai l'impression d'ouvrir un auteur de théâtre. Parce qu'on commence les premières lectures, vous nous racontez une histoire, un conte qui nous fait rêver, et puis hop, vous nous apprenez que ce n'est pas une histoire vraie, et puis vous nous questionnez, et ensuite on arrive dans les actes, on a eu un grand prologue théâtral, et on est happé tout de suite, on a envie de rentrer dans cette pièce de théâtre, qui est le théâtre de notre vie, en fait, sur lequel on marche, comme vous l'évoquez. On préférait marcher que piétiner, mais comme vous le dites, malheureusement, on l'a beaucoup piétiné et on découvre toutes les clés d'un savoir de chercheur, puisque vous êtes chercheur. Ah oui, je vais quand même vous présenter, parce que c'est la première fois que je le tiens dans mes mains en vrai, puisque ce n'est que sur écran. Je suis très heureuse voilà, de l'avoir entre les mains. Et vous faites partie, alors là c'est en tant que chercheur que je parle, puis je suis anthropologue, mais des rares chercheurs qui a cette volonté forte de rendre accessible un savoir scientifique. Et en anthropologie, c'est assez simple puisqu'on parle des êtres humains, donc quelque part, ça parle à tout le monde, on est sur les sciences humaines, mais votre savoir sur cette complexité biologique, de microbiologie, est en général plutôt abstrait. Et puis, comme vous dites, on le piétine, on le regarde peu. On a... alors ça dépend. Je crois que quand on est enfant, on adore ça. On joue, on s'amuse à mettre les mains dedans, à regarder les vers de terre, mais on nous apprend que c'est sale souvent. Alors ça dépend des générations. La mienne, on avait le droit. Mais j'ai changé. Le monde urbain a rendu de moins en moins accessible. Ah bah voilà, moi j'ai beaucoup de chance. Et vous évoquez dans votre écriture le mot qui m'a interpellée, mais le mot émerveillement. Et en ce qui me concerne, je crois que c'est ce qui guide toutes mes activités. Et je crois que vous arrivez à transmettre dans votre ouvrage cet émerveillement qui est certainement la clé pour qu'on puisse réapprendre et avoir envie d'être curieux. Sans émerveillement, je crois que malheureusement, on n'est plus curieux et ça nous attrape. C'est pour ça que vous êtes un grand auteur de théâtre, en fait. Vous émerveillez comme sur scène aussi, c'est extraordinaire. Alors, je vais quand même évoquer, parce que là, je parle de l'émerveillement de l'ouvrage, mais de d'où vient ce grand savoir extraordinaire. Donc, vous êtes, alors là, j'ai besoin des notes, parce que je ne retiens pas tout, professeur en biologie, responsable de l'équipe Interaction et évolution végétale et fongique au Muséum d'histoire naturelle. Et vous êtes invité dans de nombreuses universités, en Pologne, en Chine, au Brésil, il me semble, j'ai retenu aussi. Et vous êtes membre aussi, et là c'est le caractère pratique aussi qui est essentiel, et ça aussi, tous les chercheurs n'ont pas du tout cet engagement-là. Vous êtes membre de l'Académie Agriculture de France. Alors, c'est là où vous avez cette force-là, c'est que vous avez envie d'éclairer le grand public. Alors je pense que la majorité d'entre vous connaissent vos interventions si concises mais éclairantes dans La Terre au carré, qui nous régale et qui ne touche pas que les sous-sols. Là, vous arrivez, tout ce qui est vivant, en fait, je crois, vous abordez dans ces moments-là. Et on est toujours aussi accroché par ça. Alors, vous avez été récompensé en 2020 par le prix Homme Nature.
Alors ça, je trouve ça merveilleux, puisque c'est vrai. Là, on retrouve ça. Et préalablement, vous avez vous êtes chevalier du mérite agricole depuis 2017. Et nous sommes ravis d'avoir un chevalier comme vous. C'était très important, surtout dans la période que nous traversons actuellement. C'est pas mon cheval qui va vous ennuyer. C'est pour ça. Alors, vous avez... Alors, je poursuis parce que tout de même, il faut qu'on ait en introduction de ce que vous avez évoqué, puisqu'on va retrouver ça dans l'ouvrage. C'est le fruit de vos recherches qui sont centrées sur l'interaction mycorhizienne et sur la symbiose qui unit les racines des plantes, donc plus de 90% des plantes, et des champignons du sol. Donc, c'est là où on rentre dans tout cet univers qu'on ne voit pas et qui pourtant nous fait vivre et a des impacts partout, mais ça, j'imagine que c'est ce qu'on va retrouver dans ce que vous évoquez. Vous êtes aussi éditeur de plusieurs revues, New Phytologist, Symbiosis and Botany Letters, Ecology Letters, mais aussi la revue Espèces, et vous êtes membre correspondant de l'Académie d'agriculture de France. Vous êtes président de la Société botanique de France et vice-président de l'International Society for Symbiosis. Et vous participez au comité scientifique de la Société française d'orchidophilie et de... Je sais plus lire. Tella Botanica, pardon. Et bien entendu, c'est la chance pour vos étudiants. Je pense que s'il y a de jeunes ou futurs étudiants ou nos enfants, on peut leur conseiller de partir être étudiants dans les universités, nombreuses où vous intervenez. Mais il me semble que vous intervenez aussi auprès de lycées, si je ne m'abuse, pour faire on va dire de futures carrières. Hein. Alors, je pense à une volonté pédagogique de prévention pour la Terre. Et puis, ça va certainement donner plein de vocations. Donc, on est très contents. Alors, je vais vous laisser parler parce que maintenant, on est très curieux parce que non seulement vous êtes un auteur exceptionnel, mais en plus un conteur exceptionnel. Donc, je vous laisse la parole puisque tu as déjà donné le titre et je pense que j'animerai pas grand-chose. On va vous laisser parler. On fera une interaction avec le public et moi. Voilà. Ah, j'ai plein de questions, mais on verra à l'issue. Merci beaucoup. Merci de cette introduction. En fait, c'est à la fois l'introduction très généreuse et puis elle est très dangereuse parce que maintenant, vous pouvez qu'être déçu, en fait. J'étais sûre que non. Mais en tout cas, pour moi, c'est un privilège d'être ici et je le pense vraiment parce que ici, on a une exposition qui réconcilie plusieurs regards sur l'agriculture et les gestes de gestion des agriculteurs. Moi, je vais vous en amener un autre, très très différent, mais c'est très intéressant de croiser les regards sur un objet comme l'agriculture qui occupe quand même une bonne partie de nos paysages. Et d'ailleurs, si jamais vous avez l'impression que ce paysage est joli et que vous vous dites « oui, c'est quand même beau les écosystèmes terrestres », eh bien, vous me rappelez ce pou qui regarde la surface rose et craquelée avec les piliers noirs et qui dit « oh, c'est quand même beau un homme ». En réalité, il se trompe et nous nous trompons car ça ne se passe pas là, mais ça se passe là. Alors évidemment, là, c'est pas transparent, c'est pas propre. C'est vrai qu'on met nos déchets dedans, ça, tu l'as bien évoqué, on met nos déchets là-dedans, on enterre nos morts là-dedans. Et pourtant, c'est là que ça se passe. Alors, quoi? Et d'abord, qui? En fait, il faut bien voir que sous nos pieds, il y a un sol plein de vie, qui est animé d'une multitude... Alors, si c'est une pièce de théâtre, le problème, c'est que les personnages se comptent par dizaines de millions de milliards. Qui est-il là? D'abord, c'est là que vivent les champignons, parce que la partie que vous voyez à l'œil nu, à certaines saisons, ce n'est qu'une partie qui sert aux champignons à se reproduire. Ça produit une fine poudre de toutes petites cellules qui, quand elles tombent au sol, sont capables de germer. Vous voyez ici cette germination en accéléré, c'est fortement grossi, et ça donne un tout petit filament qui fait 1/100 de millimètre, qui pousse et qui va se ramifier. Alors, regardons ce que ça donne en accéléré encore. Voilà du champignon qui pousse. Et c'est fait de filaments microscopiques. D'ailleurs, au pied de cet organe reproducteur qui produit des spores, on devine quelques filaments qui donnent un cotonnage blanchâtre. Mais au jour le jour, un champignon
c'est fait de filaments microscopiques qu'on appelle le mycélium. Et ça, c'est microscopique. Le champignon, c'est un microbe au jour le jour. De temps à autre, il vous fait signe dans le visible, mais il est microscopique. Et d'ailleurs, ils sont présents dans les sols auxquels ils donnent une partie de leur odeur. Une odeur fréquente des sols, notamment des sols forestiers, c'est une odeur de champignon, un peu comme quand on coupe un champignon de Paris, et c'est dû à une molécule bien connue, l'octénol. Je dis bien connue parce que c'est celle qu'on synthétise pour mettre dans toutes les sauces aux champignons. Là. Et donc les champignons sont présents par leurs filaments dans les sols, et quand on casse ces filaments, c'est une partie de l'odeur des sols déjà, c'est cette odeur de champignon qu'on peut avoir. Alors dans les petites choses, ils ne sont pas les seuls. Et plus petit encore, 10 fois plus petit, 1 millième de millimètre, il y a des choses qu'on appelle des bactéries, qui sont faites de petites cellules séparées ou groupées en petits tas ou en chaînettes. Je vous ai mis une bactérie là à l'écran qui fait des chaînettes, le streptomycès, que vous connaissez peut-être parce que c'est de lui qu'on extrait un antibiotique qu'on utilise des fois, la streptomycine. Et si vous ne connaissez pas la streptomycine, en revanche, je suis sûr que vous connaissez les bactéries de ce groupe-là, parce qu'elles font partie, ces petites bactéries faites de chaînettes de cellules, vous voyez là, ici, hein, elles font partie des bactéries qui produisent une autre odeur du sol que vous connaissez bien et que vous appelez l'odeur de terre, qu'on appelle techniquement la géosmine. Cette molécule-là, c'est elle qui fait l'odeur de la terre. Vous voyez que finalement, vous avez senti ces bactéries à défaut de les connaître. Et d'ailleurs, ça ne fait pas que l'odeur de la terre, parce que quand il pleut, cette odeur s'échappe, quand l'eau remplit les pores de la terre et chasse l'air, et ça fait cette odeur d'après la pluie qu'on appelle le pétrichor. Jusqu'à hier, je disais pétrichor, et puis j'ai croisé quelqu'un qui en savait plus que moi, et qui m'a dit qu'il fallait dire pétrichor. Bon. Et qui est l'odeur d'après la pluie, qui n'est que l'odeur de sol dilué. Donc vous avez senti ces bactéries à défaut de les connaître. Des champignons, des bactéries, et puis aussi des amibes. Les amibes sont des organismes qui ont à peu près la taille des champignons, vous voyez, ça fait 1/100 de millimètre, et qui se déplacent en se déformant. Tout petits organismes unicellulaires qui se déplacent et qui d'ailleurs, dans leur déformation, peuvent englober des bactéries. Vous voyez, pour l'échelle, là, ça, ce sont des bactéries, les petits filaments. Donc ces amibes, elles sont aussi présentes dans le sol, elles font partie des habitants du sol qu'on connaît moins, celles-là. Alors, qui reste-t-il encore dans le sol? J'ai oublié quoi? Il y a des bêtes, effectivement. Il y a des bêtes, alors celles-là, on peut presque les voir à l'œil nu, mais il vaut mieux avoir une loupe. Vous avez ici un petit colembole qui court, regardez, un petit colembole encore ici, un pseudoscorpion avec ses pinces, qui est plutôt regardez, on le voit de plus près encore, qui est plutôt un prédateur de colembole. Encore un colembole ici qui mange la matière morte dans le sol, des petits vers qu'on appelle des nématodes, mais qui sont tout petits, hein. Et encore un acarien ici, un mille-pattes, qui est en train d'essayer de chasser des acariens ou des colomboles. Un petit ver proche des lombriques, beaucoup plus gros que les nématodes. Un insecte qui est en train de fouiller dans le sol. Bref, il y a plein d'animaux dans le sol. Et ils appartiennent à des groupes extrêmement variés. Des petits vers comme les nématodes, ou des plus gros vers comme ceux que vous voyez à l'œil nu. Il y a des colomboles, des acariens, et puis ce prédateur, là, le pseudoscorpion un petit peu inquiétant avec ses pinces, qui n'a rien à voir avec un scorpion, sauf que c'est proche des scorpions évolutivement. Bref, il y a beaucoup de monde. En fait, il y a surtout beaucoup de microbes. Et dans un gramme de sol forestier de chez nous, vous avez plus d'1 million de bactéries qui appartiennent à plusieurs milliers d'espèces de bactéries. Vous avez, un gramme de sol, c'est même pas une petite cuillère, hein, de sol. Vous avez plus d'1 millier d'espèces de champignons et des centaines d'espèces d'amibes. Et puis quand on regarde ça de plus loin, quand on regarde un hectare de chez nous, de nos régions, vous avez au total 5 tonnes de microbes sous cet hectare. C'est l'équivalent, ça, d'une centaine de moutons. Vous avez 1,5 tonne d'animaux, les animaux que je vous montrais. Ça fait une trentaine de moutons. Mais qui sont souterrains, vous ne les voyez pas. Mais ça fait une masse énorme. Et puis vous avez 5 tonnes de racines. Ah oui, tiens, on a oublié ça aussi. Il y avait les racines des plantes. Le tiers de la plante est sous terre. Et donc, encore 100 moutons. Ça me fait 230 moutons en masse, mais que je ne vois pas parce qu'ils sont enterrés. Et heureux de l'être. Il y a dans le sol près de 25% des espèces qu'on a nommées. En France, par exemple, le pays de 200 espèces de mammifères et 600 espèces d'oiseaux, et 6000 espèces de plantes, il y a plus de 115 000 espèces de bactéries dans notre sol de France.
Et au total, vous voyez que entre la moitié et les 3/4 de la masse vivante des écosystèmes est sous terre. Et si vous ajoutez la masse morte, les cadavres, les restes de feuilles, les restes de branches, les restes de ceci, de cela, 60 à 90% de la masse de matière organique, morte ou vive, se trouve sous terre. Eh bien, vous voyez que déjà, en termes d'acteurs, c'est là que ça se passe. Nous sommes à la périphérie de l'écosystème terrestre, nous sommes à sa surface. Et son cœur, en termes d'habitants, c'est le sol. Donc, il y a du monde. Mais ce n'est pas tout. Ce monde-là, il fabrique le sol. Et je vais vous montrer quelques petites choses qui se passent dans les sols et qui produisent le sol et qui sont l'effet de la vie qui s'opère là. Regardez plutôt. Vous savez qu'en ville, on est obligé de nettoyer, dans les jardins gravillonnés, on est obligé de nettoyer les feuilles. Dieu merci pour le budget de l'Office national des forêts, on n'est pas obligé de nettoyer les feuilles en forêt. Pourquoi? Parce que là, elles n'ont pas accès au sol. Or, habituellement, elles ont accès au sol, elles tombent au sol et petit à petit, elles disparaissent. Elles disparaissent pourquoi? Parce que les microbes du sol commencent à les dévorer. Un travail discret qu'on va voir sur cette pomme avec un film accéléré où vous voyez que la décomposition commence et se propage lentement. Et au fur et à mesure que les microbes mangent la matière organique, eh bien, elle disparaît. Tout simplement, on perd du volume, on la transforme en autre chose, on va revenir là-dessus, et petit à petit, cette matière disparaît. Mais pour ça, il faut avoir accès au sol, ce qui n'est pas le cas en ville. C'est pas très beau à la fin, hein. Alors, voilà un exemple de ce mécanisme qu'on appelle la décomposition qui va transformer la matière qui tombe au sol en petits éléments qui vont déjà servir à nourrir les microbes et puis d'autre part, vous allez voir, en déchets également qui vont être très utiles. Je vous présente ici un champignon qui pousse dans une prairie et vous voyez qu'il y a les parties reproductrices dont je vous ai parlé qui sont en cercle. C'est marrant ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des cercles comme ça. On appelle ça des rondes sorcières parce qu'on ne comprend pas très bien comment ça se fait. En fait, c'est très simple. C'est très simple. Bon, vous savez maintenant qu'il y a le mycélium en dessous. Vous l'imaginez. Mais pourquoi le mycélium, il est en couronne comme ça? Eh bien, c'est simple. Il est en train de manger cette matière organique dans le sol. Et quand il a mangé, il meurt parce qu'il n'y a plus rien à manger. Il grandit vers l'extérieur. Vous avez vu tout à l'heure dans le film comment ça se produit. Et finalement, entre un front de mort et un front de développement, il se développe sur une couronne. Et voilà typiquement un champignon qui mange de la matière organique du sol et puis qui meurt quand il n'y en a plus. Il est donc en train de se nourrir en périphérie. Et quand un champignon se nourrit, ou quand une bactérie se nourrit, c'est comme quand vous et moi on se nourrit. Est-ce que tout ce qu'on mange, ça fait du champignon? Est-ce que tout ce que je mange, ça fait du Marc-André? Heureusement que non. Une grande partie, je la respire, je la brûle pour faire de l'énergie, et ça dégage des déchets. En d'autres termes, la matière organique morte est transformée en mycélium de champignons en partie, mais une grande partie est respirée et donne des déchets. Du CO2, mais aussi l'urine de champignons qui, comme la nôtre, contient de l'azote et du phosphate sous une forme minérale. Et vous voyez que petit à petit, la matière est en train de se transformer, de se recycler en composants qu'utilisent les plantes. Et d'ailleurs, regardez mon rond de sorcière, vous voyez que l'herbe est plus verte? Ok, il n'est pas beau, je vous en montre un autre. À une autre saison, là on ne voit pas les parties émerger, mais on devine sa présence parce que regardez, il y a un rond bien vert. Vous n'êtes pas convaincu? Je vous emmène dans les pouilles. Et là, vous voyez que l'herbe pousse vraiment bien là où il y a le champignon. Ben oui, à cet endroit-là, le champignon est en train de libérer, de détruire la matière et de relibérer l'azote et le phosphate sous forme de nitrate, de phosphate que peuvent utiliser les plantes. Alors vous voyez que cette histoire-là est importante parce qu'en fait, elle va non seulement faire disparaître la matière organique, mais permettre à des choses de repousser. Et Louis Pasteur écrivait ceci à propos de ce processus. Si les êtres microscopiques disparaissaient de notre globe, ces bactéries et ces champignons qu'il y a dans les sols, la surface de la Terre serait encombrée de matière morte et de cadavres en tout genre, animaux et végétaux. Ben oui, ils ne se décomposeraient pas. Et plus rien ne pousserait parce que ça bloquerait toutes les ressources sous forme de cadavres. Et, nous dit Pasteur, sans eux, la vie deviendrait impossible parce que l'œuvre de la mort serait incomplète. Voilà. La vie dans le sol, elle complète l'œuvre de la mort et elle dégrade lentement la matière organique. C'est pas tout. Parce que dans le sol, il y a de la matière organique, mais vous voyez bien qu'il y a aussi des morceaux de cailloux. Et ces morceaux de cailloux sont aussi en train d'évoluer
il y a de la matière minérale, et cette matière minérale est petit à petit en train, j'allais dire, de fondre. Alors, vous ne le voyez pas à vue d'œil, mais elle est petit à petit en train de se déliter et de passer dans l'eau du sol. Ce mécanisme-là, c'est un mécanisme qui peut se passer tout seul, mais vous allez voir qu'il est fortement augmenté par la vie du sol, toujours par mes microbes. Voilà un petit cristal qu'on appelle un cristal d'apatite. C'est quelque chose qui contient du phosphore, et puis plein d'autres choses. Et quand on le met dans l'eau, vous voyez qu'il ne se dissout pas trop. Sa surface est bien lisse, il ne se dissout pas. Si vous le mettez dans de l'eau où vous avez ajouté des microbes du sol, alors vous voyez que sa surface est complètement grêlée. Et quand on regarde de près, il y a plein de trous qui se font. Et au fond de ces trous, en fait, on trouve des bactéries ou des champignons. Pourquoi? Parce qu'ils aident la dissolution de la roche dans l'eau. Alors vous allez me dire pourquoi? Ce dispositif, ce processus qui peut s'opérer tout seul, mais très lentement, il est accéléré par les organismes vivants qui retiennent l'eau sur la roche par leur présence et qui acidifient légèrement le milieu, ce qui va augmenter la vitesse de dissolution. Et l'intérêt qu'ils ont, c'est qu'une partie des choses qui se dissolvent, du phosphate par exemple, ils vont le prendre pour eux, pour manger. En fait, ce sont des mineurs qui sont là en train de manger. Sauf qu'ils mangent salement, et qu'une partie de ce qu'ils extraient passe dans l'eau, et ils vont libérer dans l'eau du sol une partie de ce qu'ils n'ont pas pu retenir au passage. Du calcium, du fer, du potassium, du phosphore. C'est pas beau tout ça? En fait, c'est tout ce que vont manger les plantes. C'est l'autre source de ce que vont manger les plantes. Et donc, vous voyez qu'il y a aussi bien de la matière organique et de la matière minérale dans le sol, mais de toute façon, elle est en devenir, et aux mains des microbes, elle est en train de devenir fertilité. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a aussi des trous dans le sol. Alors, il y a de l'eau dans ces trous, et ça tombe bien, parce que c'est cette eau qui est en train de recueillir tout l'héritage de la décomposition et de l'altération des roches, mais il y a aussi des gaz. Et ces gaz, eux aussi, sont en train d'être manipulés par le vivant. Par exemple, quand on s'enfonce dans le sol, il y a de moins en moins d'oxygène. Pourquoi? Parce qu'il y a des racines et des microbes qui respirent et qui le consomment. Et il est capté avant d'arriver au fond. Et d'ailleurs, plus on s'enfonce, plus il y a de gaz carbonique, qui est le produit de cette respiration. En fait, vous voyez que l'atmosphère qui rentre dans le sol se modifie par le biais de la respiration. Et donc, les gaz aussi sont en train d'être bidouillés par le vivant, qui tripote absolument tout ce qu'il y a dans le sol. Vous y êtes? Et qui fait le sol tel qu'il est. Alors, à propos des gaz du sol, je voudrais vous parler d'un gaz particulier qui va être majeur pour le sol. C'est un gaz qui est autour de vous en grande quantité, puisque c'est 80% de l'atmosphère. C'est l'azote de l'atmosphère. Et le problème de l'azote, c'est que c'est vital, hein, dans les sols et dans les organismes, il y a de l'azote. Mais d'où il vient? Il n'y en a jamais dans les roches. Comment se fait-il qu'à un moment, les sols en contiennent? Alors vous allez me dire, c'est parce que les plantes se décomposent et libèrent de l'azote. Oui, mais attendez, les plantes, elles l'ont retiré du sol. Donc à un moment, il a fallu qu'il arrive dans le sol. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces plantes qu'on appelle les engrais verts, et qui permettent de régénérer les sols, parce que quand on les fait pousser et qu'on les laisse se décomposer ensuite, ils libèrent beaucoup d'azote. C'est des plantes comme les pois, les trèfles, les luzernes, que vous connaissez d'ailleurs parce que leurs graines sont très riches en azote. Les pois, les lentilles, les fèves, on parle de protéagineux. Pourquoi ces trucs-là sont riches en azote? Eh bien, en fait, c'est parce qu'ils sont capables d'utiliser l'azote atmosphérique. Alors là, ça c'est une chose que vous ne savez pas faire, hein, sinon ce serait vraiment confortable. Ils transforment l'azote atmosphérique en protéines. En fait, ce n'est pas eux qui font ça. Ils ont sur leurs racines des petits renflements où ils abritent des bactéries. Et ces bactéries qu'on appelle des rhizobiums, c'est elles qui sont capables de transformer l'azote gazeux de l'atmosphère qui rentre dans le sol en acides aminés. Et évidemment, quand ces bactéries ou quand les plantes meurent, ça libère une matière organique qui contient beaucoup d'azote et qui, après décomposition, donnera les formes d'azote que peuvent utiliser les autres plantes. Vous savez, il y a aussi des bactéries qui vivent toutes seules dans le sol, sans l'aide des légumineuses, les azospirillum ou les azotobactères, qui font la même chose, qui sont capables de transformer l'azote atmosphérique en azote de leurs cellules, et puis à leur mort, ça va fournir ce stock d'azote
qui ensuite sert à se développer. Vous voyez que la transformation de certains gaz de l'atmosphère contribue aussi à la fertilité du sol. C'est de là que vient l'azote du sol qu'utilisent ensuite les plantes. Parce qu'à la mort de toutes ces structures, eh bien cet azote, il est décomposé tout simplement, comme toute la matière organique. Les molécules azotées sont décomposées et ça vous redonne ce qui permet aux plantes de pousser. Bref, j'espère vous avoir convaincu que le sol est fait de matière organique en devenir, de roches en devenir et de gaz atmosphériques en devenir sous l'effet de la vie. Mais ce n'est pas tout. Parce que la vie, elle fait autre chose dans le sol, elle le fait bouger. Oui, parce que le sol, il est fait de débris qui tombent en surface et de roches qui s'altèrent en profondeur. Mais si vous regardez mon sol, là, vous voyez que c'est quand même un peu mélangé. Alors, bien sûr, ce n'est pas mélangé au point qu'on ne voit pas qu'il y a plus de matière organique vers le haut et plus de matière minérale vers le bas. Mais quand même, c'est un peu mélangé. Qui mélange? Alors, j'étais sûr que vous alliez me parler des vers de terre. Alors, vous avez raison, mais vous allez avoir une surprise. Alors ici, un petit film accéléré, hein, où on a mis des vers de terre dans une espèce de sol où on a mis, vous voyez, on a fait un millefeuille avec des couches blanches et des couches sombres. Ben, vous voyez qu'ils circulent, et puis, bon, ils mangent, ils font caca un peu n'importe où, ils bougent, et c'est en train de mélanger complètement le sol. Oui, les vers de terre, vous avez raison, quand ils sont là, ils mélangent le sol, ils sont extrêmement actifs, vous pouvez en avoir jusqu'à 1 ou 2 tonnes par hectare. Oui, dans les sols vraiment très actifs, vous avez jusqu'à 2 tonnes. Et bon, effectivement, ça c'est un premier mélange. On voit très bien là que les couches sont en train de disparaître. En fait, les vers de terre sont de très actifs agents de mélange parce qu'ils mangent de la matière organique pour la digérer. En fait, je vais vous dire un truc, ils ne savent pas la digérer, la matière du sol. Ce qu'ils savent digérer, c'est les microbes qu'il y a dessus. En fait, ils digèrent les microbes. Comme il faut bien broyer tout ça, ils avalent des petits morceaux, des petits grains, qui vont leur servir comme dans le gésier des poules, vous savez, il y a souvent des petits cailloux aussi, ça va leur servir à broyer tout ça. Et puis comme ils ne supportent pas des molécules toxiques qui sont présentes dans les restes de plantes, par exemple, ben, ils avalent quelque chose qui rappelle le smecta, ils avalent de l'argile, qui va... Comme, vous savez, le smecta, c'est un truc qui permet de faire... ça retient tous les virus et toutes les molécules toxiques. Eh bien, ça permet de retenir toutes les toxines de la matière organique. Et quand ils font caca, eh bien, ils rejettent toute la matière organique qu'ils n'ont pas digérée, parce qu'ils ne savent pas digérer la matière organique végétale en particulier, ils ont digéré que les microbes, et dans leur turicule, il y a aussi des petits grains et des argiles. Du coup, non seulement ils bougent beaucoup, mais quand ils font caca, ils font vraiment un truc parfaitement mélangé, bien touillé. Et ça, c'est très important parce que, pour ceux qui connaissent le complexe argilo-humique, qui est quelque chose qui retient bien la fertilité des sols et qui fait des sols fertiles, en fait, c'est formé surtout par les vers de terre quand ils font caca. Et d'ailleurs, cette activité fait que quand vous posez quelque chose par terre, ça s'enfonce. Parce que les vers, ils prélèvent en dessous et ils font caca plutôt en surface. Leurs turicules sont plutôt en surface. Et donc, petit à petit, ils remontent la terre. Et vous avez ici un cimetière irlandais avec la zone tardi-médiévale, la zone Renaissance 18e et puis la zone moderne. Et vous voyez que plus les tombes sont anciennes, plus elles ont commencé à s'enfoncer dans l'herbe. C'est amusant, non? C'est ce qui se passe sous l'effet des vers de terre. Sauf que tous les sols ne contiennent pas de vers de terre, beaucoup de nos sols de forêt n'en contiennent pas, et en Amérique du Nord, il n'y a jamais eu de vers de terre. Et pourtant, ça marche. Alors qui mélange dans ces cas-là? Parce que c'est vrai, on pense aux vers de terre et quand ils sont là, oui, ils mélangent intensément. Mais il y a autre chose qui mélange moins intensément, mais qui mélange quand même, quand ils ne sont pas là. Qui? Les taupes. Oui, non, parce que les taupes mangent des vers de terre. Et donc s'il y a des taupes, c'est qu'il y a des vers de terre. Bien essayé, mais raté. Alors, non mais c'est bien, qui ne tente rien à rien. Mais les taupes mangent des vers de terre. Donc, les champignons, les racines. Mais alors déjà, les plantes. Et les champignons, on va y arriver, c'est bien d'y avoir pensé, mais... La plante, on oublie tout le temps ses racines. Ça, c'est un petit dessin issu du livre. Il y a un tiers, alors c'est un peu exagéré, normalement, il y a un tiers de la masse de la plante qui est souterraine. Et qu'est-ce que ça fait, ça? La plante, avec son tiers sous terre, d'abord, quand les racines poussent et rentrent, s'intromisent dans le sol, c'est de la matière organique qui s'injecte dans le sol. Si elle meurt ensuite, la matière organique sera déposée là.
D'ailleurs, elles en déposent même pendant leur vivant. Bon. Donc déjà, elles mettent de la matière organique en profondeur. Premier type de mélange. Deuxièmement, elles extraient les minéraux issus de l'altération des roches ou de la décomposition, et ça monte avec la sève. Puis quand les feuilles ou les branches retombent à terre, ça retombe en surface. Et oui, c'est un ascenseur, la plante. D'accord? Donc, il y a des sols, alors ils sont moins brassés, mais qui sont brassés comme ça. Et puis, c'est pas tout. À vrai dire, c'est pas tout. Parce que, pour être vraiment exact, il y a aussi d'autres organismes qui déplacent des choses dans les sols. Ben, les champignons. Vous avez vu tout à l'heure dans le film, c'est une croissance intrusive aussi. Et on a vu le contenu cellulaire qui s'avance vers les parties en croissance. Bien sûr, ce film est accéléré. Mais les champignons déplacent des choses dans les sols. Vous en voulez une preuve? Eh bien, c'est que les plantes utilisent les champignons du sol pour aller faire les courses. Contrairement à une idée répandue, les racines des plantes ne prélèvent pas directement les ressources dans le sol. Regardez, ça c'est ce que tout le monde appelle une racine. Mais moi dans mon équipe de recherche on appelle ça une mycorrhize. D'abord parce que c'est grec comme mot, donc ça fait plus sérieux. Et deuxièmement parce qu'en fait c'est pas une racine. Quand vous colorez au microscope la racine, par un colorant bleu qui colore ici le champignon, vous voyez que c'est plein de filaments de champignons alors même que la racine est saine. Et ces champignons sont présents non seulement dans la racine, mais aussi à l'extérieur. Cette racine colonisée par du champignon, c'est ce qu'on appelle une mycorhize. Il y a de la racine, rhiza, et du champignon myco. Et donc, en fait, les plantes accueillent dans leurs racines, dans leur mycorhize, en fait, des champignons qui parcourent le sol et qui vont chercher la nourriture pour elles. En fait, dans cette histoire-là, ce n'est pas du parasitisme, tout se passe très bien. La plante donne du sucre au champignon, ce qui lui permet de grandir, et en échange, le champignon lui donne une partie des sels minéraux et de l'eau qu'il a été chercher dans le sol, il les donne à la plante. Oui, les plantes utilisent la capacité des champignons à transporter. Alors c'est moins actif qu'un ver de terre, d'accord, mais vous voyez que les champignons déplacent aussi des ressources et que les plantes dépendent de champignons, qui d'ailleurs non seulement leur sont vitales pour se nourrir, mais aussi, et ça c'est important, pour les protéger. Vous voyez qu'on compte qu'on a 1 km de filament pour 1 mètre de racine. On a des filaments qui vont augmenter le contact avec le sol d'un facteur 10 000, mais qui coûtent 100 fois moins cher à faire que la racine, parce qu'ils sont plus petits. Donc c'est vraiment de la sous-traitance. Ça vous fait le boulot pour moins cher. Vous allez voir tout à l'heure qu'on peut aussi les congédier. Et surtout, il y a un autre effet, c'est que les champignons occupent le terrain et font un écran contre les maladies en plus. Mais essentiellement, ils sont là parce qu'ils font partie de ces façons dont la vie mélange et déplace les choses. Bref, c'est touillé par le vivant. Ce mariage de matière organique, d'atmosphère et de roche, il est chorégraphié, animé physiquement par la vie. Bon, eh bien on a fait du sol, là. C'est bon. Et maintenant, vous allez me dire, c'est fini? Ben non, c'est pas fini. J'ai encore un petit peu des choses à vous raconter. Parce que là, on a fait le sol, mais en fait, croire que le sol fonctionne dans le sol, c'est s'illusionner. Le sol, il existe hors du sol. Il existe hors de lui. Et je vais maintenant vous montrer quelques exemples des choses qu'il fait. Ou des faits, vous allez voir. Alors, mon premier exemple, c'est l'effet de serre. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que c'est que l'effet de serre. L'idée, c'est qu'il y a des gaz qui, quand ils sont présents dans l'atmosphère, ils retiennent l'énergie solaire et ils l'empêchent de s'évacuer très vite vers l'espace, et donc ils augmentent la température. L'effet de serre est d'abord une bonne nouvelle, puisqu'il ferait sur Terre moins 50 degrés s'il n'y avait pas d'effet de serre. Donc à la base, c'est une bonne nouvelle. Ok? La question, c'est la dose. C'est le thermostat. Et là, en ce moment, il y a un petit problème de thermostat. Mais essentiellement, bien avant, plaçons-nous avant l'homme, le sol fait partie des producteurs de gaz à effet de serre. D'abord, je vous l'ai dit, dans un sol bien oxygéné, il y a de la respiration et ça fait du CO2, qui est l'un des gaz qui permet de retenir la chaleur sur Terre. La deuxième chose, c'est que quand les sols sont ennoyés et qu'il n'y a pas d'oxygène, vous allez me dire, ah, ben alors là, les bactéries, elles ne peuvent pas respirer. Ben non, parce que les bactéries, c'est un groupe extraordinairement divers et qui fonctionne vraiment différemment de nous.
Vous connaissez la respiration à l'oxygène. Et il y a des bactéries, des champignons et des animaux dans le sol qui respirent à l'oxygène. Mais quand il n'y a pas d'oxygène, il y a des respirations alternatives de bactéries qui se mettent en place. Il y a des bactéries qui respirent au CO2. Oui, à la place de l'oxygène. Et ça produit du méthane. Il y a des bactéries qui respirent au nitrate. Alors ça c'est tordu. Hein. Et ça produit un truc qu'on appelle le protoxyde d'azote, que vous connaissez sous le nom de gaz hilarant. D'accord? Ou c'est le gaz qu'on a dans les petites capsules qui permettent de faire monter la chantilly aussi. Et ce gaz, il n'est pas trop hilarant parce que tous ces gaz-là sont des gaz à effet de serre. Le méthane est 50 fois plus efficace pour le même nombre de molécules que le CO2 et le N2O, le protoxyde d'azote, 250 fois plus efficace que le CO2. Ça, ce sont les rois de l'effet de serre. Alors, c'est ce que le sol émet dans l'air et qui fait qu'il fait pas trop froid. Mais il y a des pratiques aujourd'hui qui, au-delà de l'effet de serre, j'allais dire, avec lequel on a grandi, avec lequel l'humanité a vécu longtemps, aujourd'hui, il y a un effet de serre lié à l'homme. Oh, je n'ai pas corrigé cet horrible mot-là. C'est l'effet de serre dû à l'homme. Bon, quand on laboure, on aère le sol. Bah, le sol, il respire plus, donc ça relâche du CO2. Vous y êtes? Quand on irrigue très fort, on crée des sols où il n'y a pas trop d'oxygène, et ces sols-là vont commencer à faire du méthane et du protoxyde d'azote. Surtout, quand le sol irrigué, il est irrigué en mettant des nitrates comme engrais qui vont pouvoir servir à ces bactéries à respirer. Le protoxyde d'azote, il est produit à 80% par les sols en France. 80% de la production de protoxyde d'azote par l'homme, ce sont nos sols. Et regardez quels sols vous voyez se dessiner sur cette carte des émissions les grandes zones agricoles, bassin aquitain, plaine de Saône et du Rhône, plaine d'Alsace, la Limagne, le bassin parisien. Vous voyez les grandes zones de culture. Vous ne voyez pas le Languedoc-Roussillon, pourquoi? Parce que là, les sols sont très secs. Donc là, il n'y a pas d'eau et l'oxygène peut rentrer. C'est pas beau ça? Vous voyez que ça fait l'effet de serre de base, mais ça peut en faire un peu plus. Alors vous allez me dire, quelle catastrophe! Non, le sol illustre que l'écologie, c'est quelque chose qui permet d'agir positivement. Tant qu'on dit qu'il y a de l'effet de serre et qu'on essaie de comprendre ce qui se passe, ben on trouve le sol et on dit « Ah mon Dieu !» Mais les sols, ils peuvent aussi stocker du carbone. Et ça, personne n'en parle. Je fais partie des ambassadeurs du 4 pour 1000. 4 pour 1000, ça veut dire 0,4%. Qui ont remarqué que si chaque année, on augmentait la quantité de matière organique dans le sol, dans tous les sols du globe, alors c'est une vision de l'esprit, mais ça fixe les idées. Si on augmentait la teneur en matière organique de 0,4%, 4 pour 1000 par an, eh bien, le carbone enfoui dans le sol serait l'équivalent du CO2 rejeté par l'humanité la même année. La solution, c'est de remettre de la matière organique dans les sols. Alors vous allez me dire, oui, mais comment faire? Eh bien, cherchez bien dans votre poubelle toute la matière organique perdue. Et là, au passage, vous découvrez aussi que l'élevage, c'est pas si mal. Ça fait du fumier. Alors ça, les anciens le savaient, mais ça fait aussi de la matière organique qu'on peut remettre dans le sol, à condition de ne pas en mettre trop à la fois. Donc, pas l'exemple breton, pas l'élevage intensif, mais la matière organique dans le sol, ça peut nous permettre de stocker du carbone bien mieux que la forêt. Parce que quand vous plantez une forêt, vous pensez que vous immobilisez du carbone, et oui, vous immobilisez du carbone, mais vos enfants seront obligés de garder cette forêt. Vous leur imposez une forêt. Qui vous a imposé l'aménagement du territoire à vous? Personne. Par contre, si vous mettez de la matière organique dans le sol, vous allez voir un peu plus loin, c'est même bon pour le sol. Et après, vos enfants feront ce qu'ils voudront de ces sols. Simplement, ils fonctionneront mieux. Et ça secoue un peu, hein. L'idée, c'est que finalement, hein, toutes ces histoires, si on les connaît à l'avance, c'est des outils d'action. Donc, l'effet de serre, ces problèmes, ces solutions, c'est aussi le sol. Parlons un peu du cycle de l'eau. Vous savez, les sols, ils vont modifier complètement le comportement de l'eau après la pluie, parce que normalement, l'eau, elle s'évacue vers les rivières et vers les nappes phréatiques, mais quand il y a un sol, le sol, c'est une éponge. Le sol, il a plein de trous qui vont retenir l'eau ou l'empêcher de passer vite. Et comme il retient l'eau, eh ben, il permet aux plantes de se nourrir. Et quand les plantes se nourrissent, elles font monter de l'eau avec justement tout ce que leurs champignons leur ont donné vers les parties aériennes et elles l'évaporent. Vous savez que les plantes évaporent. Si vous ne le savez pas, ça vous explique qu'il fasse frais sous les plantes en été.
parce qu'il y a de l'évaporation comme sous du linge qui sèche. Et il n'y aurait pas la possibilité de nourrir des plantes s'il n'y avait pas une éponge à eau. Si l'eau se sauvait tout de suite vers les rivières et les nappes phréatiques, non seulement il y aurait des crues atroces, mais en plus, il n'y aurait pas de plantes, parce qu'il n'y aurait pas d'eau entre deux pluies. Et ça, c'est vraiment important. Réaliser qu'un hectare de forêt consomme 30 tonnes d'eau par jour. Alors on va me dire, waouh, où est-ce que je les mets? C'est très simple. 30 tonnes d'eau par jour, ça fait une lame sur tout votre hectare de 3 mm. Comme il y a 200 jours de végétation par an, il vous faut donc 600 mm d'eau de pluie par an. Ben, ça tombe bien, en dessous de 600 mm, il n'y a pas de forêt. Au-dessus, et en France on est souvent au-dessus, il y a une forêt. Et où va le reste? Ben, le reste, il s'écoule lentement vers les nappes phréatiques et les rivières, mais il s'écoule lentement, ce qui fait que les rivières coulent même entre les pluies. Vous voyez que l'écoulement de nos rivières, la croissance de la végétation, tout ça, c'est quelque chose qui est organisé par les sols discrètement autour de nous. Et quand on bétonne les sols, ça augmente les inondations. Ça nous parle du sud de la France, même si ce n'est pas la seule raison pour laquelle il y a des problèmes dans le sud de la France. Alors, en termes de stockage d'eau, je voudrais faire un petit détour, juste anecdotique, enfin anecdotique, pas pour les gens qui vivent là-bas. Je vous emmène dans les Andes. Vous reconnaissez le paysage, là, avec les glaciers typiques des régions tropicales, les glaciers en pointe. Et je vous emmène dans les écosystèmes d'altitude qu'on appelle les paramos. Ces paramos ont une végétation très particulière, et pour des raisons que je ne vais pas décrire, la matière organique se décompose extrêmement lentement. Et du coup, ces sols sont gorgés de matière organique, et la matière organique, ça contribue à retenir l'eau. Et d'ailleurs, vous voyez que c'est, on dirait un gel. C'est des sols, quand on marche dessus, c'est comme si on marche sur un flambi un peu compacté. C'est bourré d'eau, les voilà en coupe. C'est des sols où il y a plus de 20% de matière organique. Et en fait, ils font un gel avec l'eau, ils peuvent stocker 2,5 fois leur poids en eau. C'est plus des sols, c'est des gels. Et ces paramos sont extrêmement importants car ce sont les châteaux d'eau des grandes villes des Andes. Bogota, Quito et les autres sont des villes où l'eau qui arrive, c'est l'eau qui, même quand la saison est sèche, s'écoule des paramos. Vous voyez, ce stockage de l'eau, il est très important pour l'homme aussi, puisque dans ces régions-là, c'est l'eau que l'on boit en ville. Vous voyez que là, on commence avec le comportement de l'eau, on est vraiment sorti du sol. Ils ont un rôle, mais ce rôle les dépasse. Bien. Et le dernier exemple va me permettre de vous emmener au bord de la mer. Et oui, le bord de mer, ici, c'est une île qui m'est très chère. Le bord de mer, c'est un endroit qui est extrêmement fertile. C'est plutôt des algues qui poussent et ça nourrit des poissons. Alors regardons la productivité de l'océan. Alors là, il se passe un truc bizarre. Au milieu de l'océan, il n'y a pratiquement rien. Tout se passe contre les continents. Pourquoi? Je vais vous dire. En mer, les cadavres, ils coulent. Il n'y a pas de sol. Ils coulent, ils partent en profondeur avec tout leur azote, tout leur fer, tout leur calcium, tout leur phosphore, tout. Donc en mer, rapidement, ça s'appauvrit. Où est-ce que c'est pas pauvre? Eh bien, c'est pas pauvre là où arrivent les rivières, dont je vous rappelle qu'elles sont faites d'eau qui est passée par le sol, qui donc s'est enrichie dans toute cette fertilité dont on a vu qu'elle était faite par le vivant. Sur les littoraux arrive une eau fertile. Et c'est pour ça, alors cette photo-là, c'est une dédicace, voilà. On peut dire que c'est sale et dégoûtant, mais ça, c'est ce qui va nourrir les poissons. Et d'ailleurs, on comprend très bien pourquoi les pêcheurs européens ont vraiment envie d'avoir accès aux eaux britanniques et qu'ils n'ont pas envie de faire le même chemin pour aller au milieu de l'Atlantique. Vous y êtes? Vous voyez que ça débouche sur une question d'actualité pour le coup. Et ça nous raconte que même la nourriture qui sort de la mer sort en fait des sols, car l'océan est fertilisé par les rivières qui sont faites de larmes de sol. Le sol pleure sa fertilité dans la mer. Et oui, le sol, il existe hors de lui parce qu'il contribue au climat, il définit le cycle de l'eau tel qu'il se fait autour de nous, il fertilise les eaux, et de la mer aux écosystèmes terrestres, il nourrit l'homme. Ça, c'est des fonctions hors du sol. Et pour terminer, ce sol, malgré tout ce qu'il fait, malgré tout ce qu'il est, eh bien, nous le piétinons au sens où nous marchons dessus d'une façon un peu maladroite. En ce sens, nous sommes aussi des poux.
qui ont tendance à pas trop respecter ce sur quoi ils marchent non plus. Oui, le premier problème c'est le labour. Et ce n'est pas le labour en lui-même, mais c'est le labour tous les ans, et le labour excessif, et le labour avant l'hiver, où il n'y a rien qui va repousser. Alors ça, c'est une vraie catastrophe. Et d'ailleurs, ce film-là, dont vous pourriez dire que c'est une belle évocation de l'activité champêtre, ben, c'est l'histoire d'un désastre pour les vers de terre, c'est l'histoire d'une hécatombe. Et en fait, il y a beaucoup de choses dans le sol qui ne vont pas supporter le labour. Il y a tout un tas d'organismes qui se retrouvent à sécher à l'air libre. Il y a tout un tas de champignons dont le mycélium, vous savez maintenant, qui sont faits d'un réseau de filaments, dont le mycélium se trouve déchiré. Les rondes sorcières, vous les observez que dans des sols pas labourés. Et effectivement, le nombre d'espèces de champignons dans les sols labourés est inférieur au même sol non labouré. Alors quand on regarde les bactéries, on a un effet inverse. Mais c'est juste qu'il n'y a plus la compétition des champignons, donc il y a d'autres bactéries qui peuvent s'installer. C'est vrai que les sols labourés sont plus riches en bactéries, en plus c'est bien aéré, donc elles respirent bien. Mais s'il y a plus d'espèces de bactéries, c'est juste qu'elles occupent la place qu'ont laissé les espèces de champignons qui ne supportent pas le labour. Alors au total, comme il y a plus de bactéries, le deuxième problème, c'est que le labour perturbe la vie et les types d'organismes qui sont présents, mais la deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il donne de l'oxygène à des bactéries. Et les bactéries respirent. Et quand vous regardez le stock de carbone du sol, voilà la carte de France du stock de carbone du sol avec des points plus ou moins gros. Regardez, les grandes zones agricoles, et là même la plaine languedocienne, elle y est. Tout le bassin aquitain, sauf la forêt des Landes. Tout le bassin parisien, la plaine d'Alsace. Alors, la vallée de la Saône et du Rhône, toutes ces grandes zones agricoles, il n'y a pas de matière organique dans le sol. C'est dommage par rapport à l'effet de serre, mais c'est dommage aussi parce que je vous ai dit, la matière organique, elle retient l'eau. Donc c'est des sols qui retiennent moins bien l'eau, alors qu'on a des étés plus secs. Ça craint, mais c'est pas tout. La matière organique, elle colle les morceaux du sol entre eux, et elle lutte contre l'érosion. Quand vous labourez, vous détruisez les racines, vous détruisez le couvert végétal, et vous enlevez la matière organique d'une certaine façon en boostant la respiration. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand il pleut ensuite, sur un sol plus ou moins nu, eh bien, les eaux sont chocolatées. Les eaux sont turbides, comme celles qui passent pas loin de Bordeaux. Mais en forêt, l'eau et les rivières, non, la forêt, c'est pas labouré. Enfin, sauf dans les Landes d'ailleurs, quand on plante les pins, mais bon, oublions cet exemple un instant. L'eau, elle est transparente, ainsi qu'au plus beau jour. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'eau qui entraîne la terre labourée. Et il y a eu un grand désastre en Amérique qu'on a appelé le Dust Bowl, qui a été lié à des pratiques de labour inadaptées, qui a provoqué une érosion par le vent. Regardez ces nuages de poussière qui ont décapé les sols de certaines régions pour les redéposer en vrac sur d'autres régions. Ça a appauvri des populations entières, et c'est ce désastre humain que raconte Steinbeck dans Les raisins de la colère. Oui, parce que quand on abîme les sols, ça finit par faire de la misère humaine aussi. Bon. Le labour a entraîné une augmentation de l'érosion qui a été continue sur les 10 derniers milliers d'années au fur et à mesure que l'extension des zones labourées et l'amélioration des zones de labour et de la traction animale puis mécanique a augmenté le labour. C'est un vrai désastre. Alors pourquoi nos ancêtres ont-ils labouré? Ça désherbe, ça aère le sol, ça le rend poreux. Alors les racines se développent mieux, respirent mieux, l'eau rentre mieux, et ça remonte la fertilité du fond du sol qui est entraînée par les pluies, et puis ça remonte la fertilité qui est libérée par la roche. Donc à court terme, c'est génial. Nos ancêtres ne s'y sont pas trompés. Mais à long terme, ça perturbe la vie du sol, ça détruit la matière organique, et du coup le sol fonctionne moins bien, mais surtout, les pores ne sont pas stabilisés, du coup ils s'effondrent, il faut relabourer, c'est comme la grattaire. On gratte, ça gratte plus, donc on gratte plus. Vous voyez, ça aère, mais c'est des trous qui ne tiennent pas, parce qu'il n'y a pas de matière organique pour les tenir. Et puis ça remonte la fertilité, mais comme les sols s'érodent, eh bien à terme, il n'y a plus de sol. Oui, à terme, il n'y a plus de sol. Allez autour des grandes villes de l'Antiquité, regardez les sols autour de ces grandes villes. Bien sûr qu'elles ont été installées au milieu de plaines fertiles, mais aujourd'hui, ce sont des déserts de caillasses. Voilà ce qui se passe quand on laboure pendant plusieurs millénaires. Alors, il y a aussi le surpâturage, mais bon. Et oui, et c'est ce que la Beauce est en train de devenir. Les sols labourés érodent 10 à 100 fois plus vite que les sols non labourés. C'est pas durable.
Alors, dans les sols, on met aussi des pesticides. Je vais juste vous en citer un, c'est le glyphosate. Donc, vous voyez que le glyphosate, il est toxique pour les œufs de vers de terre. Alors, les œufs sont en bande, qu'on appelle des cocons. Il y a plusieurs œufs par cocon. Vous voyez que quand on a ajouté du glyphosate, il y en a moins qui sont vivants. C'est toxique pour les spores des champignons qui font les mycorhizes. Vous savez, ces champignons qui nourrissent les plantes, eh bien, pour leurs spores, quand on a mis du glyphosate, elles vivent moins bien. Donc ça ne donne pas trop envie de mettre des produits comme ça, parce qu'en fait, il y a des balles perdues. Oui, le glyphosate, il n'est pas fait pour tuer ça. Il est fait pour tuer les plantes. Mais il y a des balles perdues. Et la dernière chose qu'on fait, c'est qu'on a remplacé les engrais organiques, le fumier en d'autres termes, par des engrais minéraux qui sont plus faciles à doser, mais ces engrais, ils ont plusieurs défauts. Le premier défaut, c'est qu'ils sont facilement entraînés par les eaux. Ben oui, je vous ai dit, ils finissent dans l'océan. Et ça vous entraîne des proliférations d'algues dans les océans. En ce moment, il y en a aussi dans les Caraïbes. Vous savez, il y a des gros problèmes. Alors là, c'est plutôt des engrais qui viennent du Brésil, mais qui provoquent des désastres sur les côtes atlantiques de la Guadeloupe et de la Martinique. Donc déjà, ça va polluer les eaux continentales et les eaux littorales en augmentant le développement des algues. Et puis aussi, comme les plantes peuvent se servir directement, elles congédient leurs champignons mycorhiziens. Regardez, avec ou sans engrais, la quantité de champignons pathogènes, de champignons qui vont provoquer des maladies, est la même, mais avec engrais, la quantité de champignons mycorhiziens diminue, parce qu'ils ne sont plus nourris par les plantes. Elles se servent toutes seules et elles congédient leurs sous-traitants. Au passage, vous remarquez qu'en congédiant leurs sous-traitants, eh bien, elles vont Je crois que j'ai un problème de batterie, moi. Voilà. En congédiant leurs sous-traitants, j'ai plus de... Non, c'est pas grave, je vais le faire moi. En congédiant leurs sous-traitants, eh bien, elles se dispensent aussi de leur effet protecteur. Vous vous rappelez qu'il y a une protection. Et donc, elles deviennent encore plus dépendantes de pesticides que l'on peut mettre dans les champs. Bon, alors donc, on est vraiment sur une dynamique extrêmement pernicieuse, et pour le coup, là, il y a quelque chose qu'il va falloir revisiter lentement, au fur et à mesure de l'invention de nouvelles pratiques. Le coup de grâce, c'est l'extension de nos routes, de nos voies de circulation et de nos villes, qui provoque ce qu'on appelle une artificialisation, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, votre végétation et vos sols sont recouverts d'infrastructures, d'ailleurs imperméables. Ça, c'est quelque chose qui se passe à toute vitesse, hein, puisqu'on compte qu'en France, nous recouvrons un département tous les 7 à 10 ans, de préférence en périphérie des villes qui, comme par hasard, sont installées dans les grandes zones agricoles, là où historiquement il y avait à manger. Donc, on fait ça dans les sols les plus estimables. Et finalement, on a perdu de vue qu'un sol, ça se fait à une vitesse très lente, et cette vitesse fait qu'on ne peut pas créer un sol. Et on oublie un petit peu ça parce que ça veut dire que donc, nous sommes finalement détenteurs d'un capital dont nous pouvons encaisser les intérêts, c'est tout ce que nous retirons des sols, mais nous devons vis-à-vis des générations suivantes de préserver ce capital. Et ce n'est pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui, notamment en termes d'aménagement. Vous voyez que ce sol, il est piétiné par l'excès de labour, les pesticides, les engrais minéraux et l'artificialisation. Il se passe plein de choses qui résultent largement du fait que nous ne connaissons pas les sols, et donc, finalement, l'idée, c'est qu'il est urgent de les connaître pour pouvoir les respecter et s'en servir comme des outils, et des outils que nous pourrons transmettre aux générations suivantes. En fait, vous voyez que ce sol est plein de vie qui le fabrique, qui le met en mouvement et qui lui permet de remplir toutes les fonctions qu'il remplit, bien au-delà du sol lui-même, mais que ne respecte pas toujours, une vie que ne respecte pas toujours nos aménagements. Alors vous avez compris que ça, c'est pas la terre, et que pour le coup, eh ben, ça valait la peine d'écrire un livre. Et que ça... Moi, que ça vaut la peine d'en parler.